Ma belle-mère a essayé de voler mon fils de 5 ans, pour le donner au frère chouchou de mon mari, parce qu'il méritait une vraie famille, et que sa femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Quand mon mari l'a découvert, il n'a pas crié. Voici ce qu'il a fait. Le lendemain, leurs vies ont commencé à s'effondrer. Quand ma belle-mère vient nous rendre visite, ce n'est pas une visite. C'est une invasion, avec des bagages. Matthew m'avait prévenu plus tôt dans la journée, comme s'il annonçait le mauvais temps. Elle vient pour quelques nuits. Quelques nuits, ai-je répété. Donc, 2 couchers de soleil, et une démolition psychologique complète. C'est ma mère, Lorraine. Et je suis ta femme. Je n'ai pas signé pour avoir une harceleuse à domicile. Il a essayé de prendre sa voix calme, celle qu'il utilisait avec les conseillers du service client, et avec notre petite fille quand elle décidait que les chaussettes étaient un acte de violence. Tout ira bien. Bien sûr. Et les requins ne sont que des nageurs enthousiastes. Le problème, c'est que ce n'était pas nouveau. Sa mère était en guerre contre moi, depuis le jour où elle a découvert mon existence. Elle ne me détestait même pas de manière créative. C'était ses plus grands succès, en boucle. J'étais une croqueuse de diamants. Je le trompais. Ethan n'était pas vraiment mon fils. Emma n'était pas vraiment la sienne. Matthew était trop gentil, et donc, condamné. Elle avait aussi une fixation bizarre sur les cornes. Elle adorait insinuer que mon mari en portait, comme si elle pensait que l'humiliation était un héritage familial. Le père de Matthew ne s'est jamais joint à elle. Il était calme, doux, le genre d'homme qui s'excusait auprès des meubles quand il se cognait contre eux. Les enfants lui manquaient. Il ratait les anniversaires. Il ratait tout, parce que sa femme dirigeait la famille comme une résidence privée et sécurisée. Et Matthew avait passé toute sa vie à être l'autre fils. Ryan, le frère aîné, était l'enfant prodige, celui qui irait loin, celui qui ne pouvait rien faire de mal. Matthew, lui, était la roue de secours. Sa mère ne l'avait jamais dit comme ça, bien sûr. Elle n'en avait pas besoin. Elle se contentait de dire des choses comme « Ryan a toujours su comment gérer la vie », tout en fixant Matthew droit dans les yeux, comme s'il était une tâche. Alors, quand elle lui a envoyé un texto, « Je suis en route. Je reste dormir », ce n'était pas une demande. C'était un ordre, sous forme d'émoji. J'ai posé une seule condition à Matthew. Si elle venait, les enfants ne restaient pas. Ma mère est allée chercher Ethan et Emma après la garderie. Elle les a ramenés chez elle, comme si elle évacuait des chiots avant une inondation. Ethan, 5 ans, tout en cheveux bruns et aux yeux sérieux, a demandé si le mamie était encore méchante. Emma, 3 ans, des boucles partout, a juste fait un signe de la main et a dit « Au revoir, papa », comme si elle partait pour l'université. Je suis resté tard au travail. Pas parce que je le devais, mais parce que je ne voulais pas rentrer chez moi et me sentir comme une invitée. Quand je suis revenu à notre appartement à Columbus, le couloir sentait le dîner brûlé de quelqu'un, et la moquette renfermée. Les odeurs normales d'un immeuble. Et à l'intérieur de mon appartement, c'était ordinaire. Silencieux. C'était ma première erreur. Penser que le silence signifiait la paix. J'ai fermé la porte doucement, j'ai enlevé mes chaussures, et je me suis dirigé dans le couloir. Je n'essayais pas d'espionner. J'essayais d'aller aux toilettes. Puis, j'ai entendu mon nom. Pas Lorraine, ma chérie. Ni Lorraine, salut. La façon dont les gens prononcent votre nom, quand ils sont en train de glisser un couteau dessous. Lorraine, a dit ma belle-mère, comme si ce nom avait un goût amer. Je me suis arrêté. Là, dans le couloir, le sac toujours sur mon épaule. Le salon était au coin du couloir. Je ne pouvais pas les voir, mais je pouvais les entendre. Mère et fils, parlant sur ce ton bas et conspirateur que les gens utilisent quand ils se croient malins. Et puis, elle l'a dit. Je te le dis, Lorraine a eu Ethan avec Ryan. Mon estomac est tombé si vite, que je jurais que mon corps avait oublié comment fonctionnait la gravité. La voix de Matthew est sortie, tendue. De quoi tu parles? Oh, ne fais pas l'idiot. Je l'ai vu avec lui. Je le savais. Elle t'a piégé. D'abord, elle a essayé de gâcher la vie de Ryan, et maintenant elle a gâché la tienne. Matthew a émis un son. Moitié incrédulité,
moitié colère. Elle était enceinte quand je l'ai rencontrée. Tu le sais. C'est bien là le problème, a-t-elle répliqué sèchement. Elle avait besoin d'un homme bien, un homme crédule. Je ne respirais plus. Je suis juste resté là, à écouter quelqu'un réécrire ma vie, comme si elle en détenait les droits d'auteur. Et puis, elle a pivoté. Pas pour revenir aux insultes, mais pour avancer vers un plan. Ils ne peuvent pas avoir de bébé, a-t-elle dit. Ryan et Madison, des années à essayer, rien. Et tu connais le père de Madison, il ne va pas attendre éternellement pour avoir des petits-enfants. Mon cerveau a buté sur le nom de Madison, la femme de Ryan. Je ne l'avais jamais rencontrée. J'avais vu une photo, une fois, il y a des années. Cheveux brillants, sourire parfait, le genre de femme qui donnait l'impression de n'avoir jamais eu à supplier un propriétaire pour un délai de paiement. Ma belle-mère a continué, sa voix montant d'excitation, comme si elle décrivait une bonne affaire. Alors, pourquoi devrait-il souffrir? Ethan est juste là. Il est assez grand. Il est en bonne santé. Il est déjà propre. Pas de couche, pas de silhouette abîmée. Juste un garçon tout fait. Mes ongles se sont enfoncés dans ma paume. Matthew a finalement parlé, comme s'il le pensait vraiment. Maman, arrête. Ne t'avise pas de me dire d'arrêter, a-t-elle sifflé. J'essaie de réparer les choses. Ryan mérite un fils. Et moi non? A demandé Matthew, tranquillement. Le silence qui a suivi sa question était assourdissant. Puis, elle a fait ce qu'elle faisait toujours. Elle l'a ignoré. Tu as Emma. Vous pouvez en avoir un autre. Lorraine semble les sortir quand elle veut. J'ai senti quelque chose de chaud et de piquant me monter à la gorge. La voix de Matthew est devenue plus froide. Tu parles de mon fils. Elle a ri une fois, sans gentillesse. Ton fils. Bien sûr, c'est comme ça qu'on l'appelle maintenant. Et puis, comme si elle avait gardé cette partie pour le bon moment, elle a baissé la voix. Voici ce que nous allons faire, a-t-elle dit. Nous allons au tribunal des affaires familiales. Ryan dépose une demande de paternité. Le tribunal ordonne un test ADN. Une fois qu'il est légalement établi comme le père, nous demandons la garde. Le souffle de Matthew s'est coupé. La garde? Il n'a même jamais rencontré Ethan. Des détails, a-t-elle lâché. C'est à ça que servent les avocats. Et tu vas aider. Non, je ne le ferai pas. Oh, si, tu le feras, l'a-t-elle coupé. Tu témoigneras que Lorraine est instable, qu'elle crie, qu'elle refile les enfants à sa mère, qu'elle est inapte. J'ai cligné des yeux, tellement l'audace était presque impressionnante. La voix de Matthew s'est brisée. Lorraine est une bonne mère. Ma belle-mère a fait un bruit de dédain. Une bonne mère, qui a envoyé ses enfants ailleurs aujourd'hui? Tu vois, je le sais déjà. Ne t'inquiète pas, je vais tout écrire pour toi. Quoi dire? Comment le dire? Les tribunaux adorent un mari calme, et concerné. Elle parlait de moi comme si j'étais une nation ennemie, et de mon enfant comme s'il était un bien transférable. J'ai finalement fait un pas en avant. Une lame de parquet a craqué. Silence. Puis, Matthew a parlé, plus doucement. Lorraine. J'ai tourné au coin du couloir. Ils étaient assis sur le canapé, comme s'il s'agissait d'un moment de complicité familiale décontractée. Sa mère avait son sac à main à côté d'elle, comme si elle s'était installée, comme si elle était à sa place. Son visage s'est illuminé à la seconde où elle m'a vu. Ce faux sourire s'est mis en place si vite, qu'elle aurait dû recevoir un prix pour ça. Oh, Lorraine, a-t-elle dit. Tu es rentrée. Dehors, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Pardon? Tu m'as entendu. Matthew s'est levé, comme si son corps avait décidé avant que son esprit ne le rattrape. Il avait l'air anéanti, comme si quelqu'un venait d'ouvrir une trappe, sous tout ce qu'il croyait de sa famille. Lorraine. J'ai levé la main. Pas vers lui, vers elle. Tu n'as pas le droit de t'asseoir dans mon salon, et de comploter pour voler mon enfant, ai-je déclaré. Tu n'as pas le droit de me traiter d'instable, pendant que tu prépares activement un enlèvement, avec des papiers à l'appui. Un enlèvement? S'est-elle moquée. Ne sois pas dramatique.
Ce qui est dramatique, c'est de débarquer à l'improviste avec des bagages, ai-je répondu. Ça, c'est criminel. Elle a lancé un regard à Matthew, qui voulait dire « Occupe-toi de ta femme ». Il ne l'a pas fait. Au lieu de ça, il a dit d'une voix que je ne lui avais jamais entendue auparavant, une voix plate et ferme. « Maman, pars. » Sa bouche s'est littéralement ouverte. Matthew, maintenant. Elle s'est levée lentement, comme si elle n'arrivait pas à croire que ses pieds lui obéissaient. Puis, la crise de colère a commencé. Elle m'a insulté. Elle m'a traité de manipulatrice. Elle m'a dit des choses que je ne répéterai pas, parce que j'essaie de garder cette histoire monétisable. Elle a essayé la culpabilité. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Matthew n'a pas bronché. Tu n'as rien fait pour moi, sauf me faire sentir petit. C'en était trop. Elle a attrapé son sac, a marché jusqu'à la porte, et s'est retournée avec le genre de sourire que l'on voit juste avant que quelqu'un ne dise quelque chose d'impardonnable. Tu le regretteras, a-t-elle menacé. Je mettrai quand même ce garçon là où il doit être. Et puis, elle est partie. La porte s'est refermée. L'appartement est redevenu silencieux. Matthew fixait l'endroit où elle se tenait, comme s'il s'attendait à la voir réapparaître, pour dire que tout cela n'était qu'une blague. Ce n'en était pas une. Il s'est tourné vers moi, les yeux vitreux. Lorraine, est-ce que tu savais? Je ne savais même pas qu'elle était aussi folle, ai-je répondu, la voix tremblante. Mais non, je ne savais rien à propos de ton frère. Je ne savais pas qu'elle couvait. Quoi que ce soit. Matthew s'est affalé sur le canapé, comme si quelqu'un l'avait débranché. Puis, il a relevé la tête, et j'ai vu l'interrupteur basculer. Pas de la rage, pas de drame. De la détermination. Nous n'attendons pas, a-t-il dit. Quoi? Qu'elle commence à appeler des gens. Que Ryan se pointe. Que la protection de l'enfance frappe à notre porte, parce que ma mère a décidé quel était le ministère de la famille. Il a sorti son téléphone, son pouce bougeant rapidement. J'appelle un avocat spécialisé en droit de la famille demain matin, a-t-il annoncé. Et nous lançons l'adoption d'Ethan par un beau-parent. Officiel, légal, verrouillé. Mon cœur s'est emballé. Matthew. Je voulais le faire, a-t-il dit doucement. Depuis longtemps. Je n'ai pas insisté parce que je pensais. Il a dégluti. Je pensais que ma famille se calmerait. Je pensais que ma mère finirait par arrêter. Il a laissé échapper un rire sans joie. Ma mère n'arrête pas. Elle escalade. Je me suis assise à côté de lui. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les coincer entre mes genoux. Je suis désolé, a-t-il dit, comme s'il avait personnellement invité le diable à dîner. Je me fiche de ta mère, ai-je répondu. Je me soucie d'Ethan. Matthew a hoché la tête. Moi aussi, a-t-il dit. Et j'ai fini d'être le fils qui reste silencieux. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas parce que j'avais peur du tribunal, mais parce que j'ai enfin compris quelque chose que j'avais manqué pendant des années. Ma belle-mère ne m'avait pas détesté pour le plaisir. Elle m'avait détesté parce que j'étais une menace, pour son mensonge soigneusement arrangé. Je n'avais pas prévu d'être une mère célibataire. J'avais prévu d'être une personne normale, avec des problèmes normaux, comme choisir des couleurs de peinture, et oublier de décongeler le poulet. Et puis, j'ai rencontré Ryan. Il est apparu comme un cliché de roman à l'eau de rose. Belle voiture, sourire parfait. Une rencontre accidentelle, qui ne semblait pas du tout accidentelle. Il m'a proposé de me ramener une fois. J'ai refusé. Il s'est garé quand même, et m'a raccompagné chez moi, comme si c'était charmant, au lieu d'être calculé. Il était charmant. C'est pour ça que ça a marché. Il posait des questions. Il se souvenait des détails. Il envoyait des fleurs, juste comme ça. Quand vous grandissez avec un père qui traite la gentillesse comme une faiblesse, l'attention vous semble être de l'oxygène. Je suis tombée amoureuse, éperdument, et ce n'est que plus tard, bien plus tard, que j'ai remarqué le schéma. Il ne m'emmenait jamais dans des lieux publics, où quelqu'un pourrait le reconnaître. Il ne me présentait jamais à ses amis. Il ne passait jamais les vacances avec moi. Il avait toujours une excuse. Le travail, la famille, un voyage,
le stress. À l'époque, je me disais que ça voulait dire qu'il était occupé. Maintenant, je sais que ça voulait dire qu'il se cachait. Quand je suis tombée enceinte, le masque n'est pas tombé. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Il n'a pas paniqué. Il n'a pas pleuré. Il n'a même pas eu l'air surpris. Il a juste dit, très calmement, comme s'il parlait d'une contravention, « Tu ne le gardes pas. » Je l'ai dévisagé. « Pardon ? Tu m'as entendu. » « Je suis enceinte, ai-je répété. Ce n'est pas un projet de groupe. Sa mâchoire s'est crispée. Il ne voulait pas de bébé. Il ne voulait pas de responsabilité. Il ne voulait pas de conséquences. Il me voulait silencieuse. Quand j'ai dit non, il a essayé la persuasion, puis l'intimidation, puis le silence le plus glacial que j'ai jamais ressenti de la part d'un autre être humain. Je suis parti. J'avais un travail, à peine. Un tout petit appartement, à peine. Une mère qui m'aimait, et un père qui traitait mon existence comme une insulte personnelle. Mon patron m'a laissé travailler à distance, à temps partiel, quand j'ai commencé à m'arrondir. Ce n'était pas une faveur magique et garantie, juste un employeur décent, qui ne voulait pas perdre une employée. Il m'a promis que mon poste serait toujours là, à mon retour. Je me suis accroché à cette promesse comme à une bouée de sauvetage. Ethan est né le soir du Nouvel An. Les infirmières n'arrêtaient pas de dire des choses comme « Quelle belle façon de commencer l'année ». Moi, je n'arrêtais pas de penser « S'il vous plaît, faites que je survive à cette année ». Mon père n'a pas bien pris la nouvelle. Il a fait ce truc que font les hommes, quand ils déguisent la cruauté en comédie. Alors, qui est l'heureux élu? Ton patron, ou quelqu'un d'encore pire? Quand j'ai ramené Ethan à la maison, mon père a commencé à boire plus, à crier plus, à me dire que j'avais fait honte à la famille, et à menacer de me mettre à la porte. La police est venue 2 fois, parce que les voisins avaient appelé. Rien n'a changé. Finalement, je suis parti. Pas parce que je le voulais, mais parce que rester signifiait élever mon enfant, au cœur d'une tempête. Ma mère m'a aidé autant qu'elle le pouvait. Elle a aussi fait une suggestion, qui semblait logique quand on est épuisé, et effrayé. Peut-être que tu devrais te marier, a-t-elle dit un soir. Pas par amour, pour la sécurité, pour la stabilité, pour un toit qui ne pouvait pas être arraché sur le coup de tête d'un homme ivre. Et oui, c'est humiliant de l'admettre, mais être une mère célibataire avec un nourrisson ne vient pas avec le privilège de la fierté. Ça vient avec des calculs de survie. Et puis, j'ai rencontré Matthew. Ce n'était pas le coup de foudre immédiat. C'était quelque chose de mieux. La constance. Il n'a pas sourcillé en voyant la poussette. Il n'a pas demandé où était le père d'Ethan, comme s'il s'agissait d'une vérification de casier judiciaire. Il a préparé un biberon, sans qu'on le lui demande. Il se présentait quand il disait qu'il le ferait. Et quand Ethan a trottiné vers lui un jour, et a attrapé son doigt, Matthew ne s'est pas figé. Il a souri, comme si c'était important. Quand nous nous sommes mariés, la haine de ma belle-mère est passée de passive à obsessionnelle. Elle ne se contentait pas de ne pas m'aimer, elle voulait que je sois effacé. Je ne savais plus grand-chose de Ryan. Je ne l'avais pas revu, depuis le jour où j'étais parti. Matthew ne parlait pas de lui non plus. Pas vraiment. Chaque fois que le nom de Ryan était mentionné, les épaules de Matthew se contractaient, comme si son corps se souvenait de vieilles ecchymoses. Sa mère, en revanche, parlait de Ryan constamment. Les promotions de Ryan, la maison de Ryan, les vacances de Ryan, le mariage parfait de Ryan. C'était toujours Ryan et Madison, dit avec ce ton révérencieux, comme si Madison était la preuve que leur famille était enfin respectable. Je supposais que Madison était simplement riche. Plus tard, j'ai appris qu'elle n'était pas seulement riche. Elle était la fille du PDG, la raison pour laquelle Ryan avait un bureau d'angle, la raison pour laquelle il conduisait une voiture qui faisait hocher la tête des gens, d'un air approbateur. Madison voulait un bébé. Ryan voulait une image. Ces 2 désirs ne sont pas compatibles. Madison a tout essayé. Spécialiste, clinique, l'espoir déguisé en rendez-vous. Quand ça n'a pas marché, elle a commencé à parler d'adoption. C'est ce que ma belle-mère ne pouvait pas tolérer. Pour elle, l'adoption n'était pas une famille. C'était un échec. Alors, Madison a fait un compromis.
Elle a commencé à faire du bénévolat. Pas dans un orphelinat, parce que ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche ici, mais avec une organisation à but non lucratif, qui soutenait les placements en famille d'accueil, et les familles en crise. Collecte de dons, colis de fournitures, programme de lecture. Parfois, elle passait des soirées dans un programme hospitalier pour enfants, à tenir dans ses bras des bébés qui avaient besoin de réconfort. Elle voulait s'entraîner à se sentir utile. Son père détestait ça. Son mari s'en moquait. Ma belle-mère le tolérait, parce qu'elle pensait que ce n'était qu'une passade. Et puis un soir, Madison est rentrée chez elle après son bénévolat, et a vu une maman assise près d'une aire de jeu, avec 2 jeunes enfants, Ethan et Emma. Mes enfants. Madison m'a dit plus tard qu'elle s'était arrêtée de marcher, sans même s'en rendre compte, parce que ça ressemblait à quelque chose qu'elle avait essayé d'atteindre, quelque chose de chaleureux, d'ordinaire, et de réel. Elle s'est approchée et a dit quelque chose comme « Désolé, vous avez une très belle famille. » J'ai fait ce que la plupart des mères font, quand une inconnue complimente leurs enfants. J'ai souri poliment, tout en révisant mentalement mes options d'autodéfense. Madison s'est présentée. Ethan, qui n'a jamais respecté la moindre barrière sociale, s'est présenté aussi. « Je m'appelle Ethan », a-t-il dit fièrement. Madison s'est figée, une demi-seconde. Parce qu'Ethan a le visage de Ryan. Pas un peu, pas peut-être. Assez pour que si vous le voyez une fois, vous ne puissiez plus l'oublier. Et puis Matthew est arrivé. Madison l'a reconnu, grâce à des photos. Elle ne l'avait jamais rencontré avant. Elle ne m'avait jamais rencontré. Elle n'avait jamais rencontré nos enfants. Parce que chaque fois qu'elle posait des questions sur la famille de Matthew, ma belle-mère changeait de sujet, comme si c'était une tâche. Madison a fait un signe de la main, et a échangé quelques banalités. Elle est partie poliment quand son téléphone a sonné. Et puis, elle a appelé son mari, Ryan. Elle lui a dit qu'elle avait rencontré Matthew, sa femme, et les enfants près de leur immeuble. Il y a eu un silence au bout du fil, assez long pour être lourd. Ryan a essayé de paraître normal. Pourquoi était-il là? Je pense qu'il habite là, a dit Madison, confuse. Il revenait de la garderie. Leur fils est adorable. Il te ressemble beaucoup, d'ailleurs. Ryan a ri, trop vite. C'est parce que c'est mon neveu, a-t-il dit. Madison, toujours pleine d'espoir, toujours gentille, a suggéré, on devrait tous dîner ensemble. Un vrai dîner de famille. Je veux les connaître. C'est bizarre qu'on ne se soit jamais vu. L'estomac de Ryan a probablement touché le sol, parce que ce qu'elle décrivait était son pire cauchemar. Sa femme, sa mère, son beau-père, son ex, et son enfant, tous dans la même pièce. Il a essayé de la distraire. Il a essayé de flirter. Il a essayé de pousser la conversation du haut d'une falaise, et de s'enfuir. Et Madison, têtue d'une manière que les gens prennent pour de la naïveté, a continué à parler de combien ce serait bien. Ryan n'a pas dormi cette nuit-là. Moi non plus. Parce que pendant que Madison découvrait une pièce du puzzle, ma belle-mère, elle, préparait son prochain coup. Le matin après que ma belle-mère se soit fait mettre à la porte, Matthew et moi étions assis à la table de notre cuisine, avec des cafés que nous ne buvions pas. Ethan et Emma étaient toujours chez ma mère, en sécurité. Matthew a appelé un avocat spécialisé en droit de la famille, a laissé un message, en a appelé un autre, et a pris un rendez-vous. Puis, la chose suivante s'est produite, exactement comme Matthew l'avait prédit. On a frappé à la porte. Pas ma belle-mère, non, une femme avec un badge et un presse-papier, une assistante sociale, de la protection de l'enfance. Quelqu'un avait signalé des inquiétudes concernant notre foyer. Négligence, instabilité émotionnelle, environnement dangereux. La liste ressemblait étrangement au vocabulaire de ma belle-mère. L'assistante sociale était polie, professionnelle. Elle a demandé à voir les enfants. Je lui ai dit qu'ils étaient chez ma mère. J'ai offert l'adresse. J'ai offert le numéro de téléphone de ma mère. J'ai offert les dossiers de la garderie, les coordonnées du pédiatre, les calendriers de vaccination. Parce que voilà le truc. Si quelqu'un essaie de réduire votre vie en cendres avec de la bureaucratie, vous ne lui montrez pas d'émotion. Vous lui montrez des classeurs. Matthew est resté à mes côtés, tout le temps, calme comme une porte verrouillée.
L'assistante sociale a regardé autour d'elle, a noté que nous avions de la nourriture, des lits, des jouets, des vêtements propres, pas de bleu, pas de cris. Elle a posé des questions douces. J'ai répondu doucement. Quand elle est partie, elle a dit, je ne vois rien d'inquiétant ici, mais je vous recommande de tout documenter. Gardez des archives. S'il y a un conflit familial, parfois ces signalements sont des représailles. J'ai failli rire. Parfois, a-t-elle dit. Après son départ, je me suis assise et j'ai posé ma tête sur la table. Matthew a posé une main sur mon dos. Elle commence, a-t-il dit. Tant mieux, ai-je répondu, la voix étouffée contre le bois. Parce que maintenant, je sais à quoi ça ressemble, et je peux me battre. Ce jour-là, notre avocate nous a expliqué la réalité. Ryan pouvait intenter une action en paternité. Un tribunal pouvait ordonner des tests génétiques, mais la garde n'était pas automatique. Loin de là. Et l'adoption par un beau-parent, si nous agissions rapidement, construirait un mur légal autour d'Ethan, que ma belle-mère ne pourrait pas escalader avec de simples rumeurs. Puis, l'avocate a ajouté la partie que personne n'aime entendre, mais que tout le monde doit connaître. Nous devrons informer officiellement Ryan, a-t-elle dit. S'il est d'accord, il peut signer un consentement, et nous avançons. S'il s'y oppose, nous devrons prouver qu'il a abandonné l'enfant. Aucun soutien, aucune relation, aucune implication. Sinon, le tribunal ne mettra pas fin à ses droits. Traduction, la paperasse allait avoir beaucoup d'importance. Ce ne sera pas instantané, a dit l'avocate, mais nous allons commencer. Et nous parlerons aussi d'une ordonnance de protection, si elle devient physiquement menaçante. Physiquement. Je n'aimais pas ce mot. Ça sonnait comme un avertissement. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert ma porte et j'ai trouvé Madison, debout devant moi. Pas de maquillage, cheveux attachés, en jean et sweat à capuche. Pas la version de la photo sur papier glacé, juste une femme qui avait l'air de ne pas avoir dormi. Bonjour, a-t-elle dit, avec précaution. Je suis Madison. Matthew est apparu derrière moi. Sa posture a immédiatement changé, protectrice, tendue. Madison a levé les mains légèrement, paume vers l'extérieur. Je ne suis pas ici pour prendre qui que ce soit, a-t-elle dit rapidement. Je le jure. J'ai juste besoin de comprendre ce qui se passe. Je l'ai regardé, et quelque chose dans ma colère s'est déplacé, parce que cette femme ressemblait à quelqu'un qu'on avait poussé dans une histoire, sans son consentement. Entrez, ai-je dit. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, la même table qui était devenue ma salle de guerre. Les yeux de Madison balayaient l'appartement, comme si elle mémorisait des détails, comme si elle essayait de déterminer si nous étions des monstres. Je vous ai rencontré l'autre soir, a-t-elle dit doucement. Vos enfants, Ethan et Emma. J'ai hoché la tête. Et puis votre belle-mère s'est pointée chez moi, a-t-elle continué, la voix se crispant. Elle m'a dit des choses. La mâchoire de Matthew s'est serrée. Madison a dégluti. Elle a dit que vous êtes instable, a-t-elle articulé. Que vous essayez de piéger la famille de mon mari. Que vous tenez Ethan à l'écart de son vrai père. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler, parce que parfois, il faut entendre le mensonge à voix haute, pour comprendre à quel point il est audacieux. Les yeux de Madison se sont remplis de larmes. Je ne l'ai pas cru, a-t-elle murmuré. Pas entièrement, mais j'ai commencé à penser au visage d'Ethan, et puis, je n'ai plus pu m'arrêter d'y penser. Matthew s'est légèrement penché en avant. Madison, a-t-il dit, avec précaution. Est-ce que Ryan vous a déjà dit qu'il avait un enfant? Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Elle a secoué la tête une fois. Non, a-t-elle dit. Il a dit qu'il ne voulait jamais d'enfant. C'était donc ça. J'ai pris une grande inspiration. Puis, je lui ai dit la vérité. Pas de façon dramatique, pas en pleurant, avec des faits. Ryan et moi, il y a des années, la grossesse, son exigence, mon refus, sa disparition. Madison a écouté, comme quelqu'un qui regarderait un sol s'effondrer au ralenti. Quand j'ai fini, elle a baissé les yeux sur ses mains. Alors, il savait, a-t-elle dit. Il a su, pendant tout ce temps. Oui, ai-je confirmé. Et votre belle-mère aussi.
La gorge de Madison s'est nouée. J'ai passé des années à penser que j'étais le problème, a-t-elle murmuré. Je suis allé dans des cliniques. On m'a dit d'être patiente, de me détendre, d'arrêter de stresser, et lui. Il avait déjà un enfant. Matthew a parlé doucement. Ma mère veut Ethan parce que c'est pratique, a-t-il expliqué, pas parce qu'elle s'en soucie. Madison a ri une fois. C'était un petit rire, brisé. Elle m'a dit qu'elle voulait tellement un petit enfant, a dit Madison. Elle a agi comme si elle était de mon côté. L'expression de Matthew n'a pas changé. Ma mère est toujours de son côté, a-t-il dit. Elle emprunte juste la douleur des autres, quand ça l'aide. Madison s'est essuyé le visage. Je dois parler à Ryan, a-t-elle déclaré. Matthew s'est levé. Je serai là, a-t-il dit. Mais peut-être, ne le faites pas seul. Madison a secoué la tête, se levant déjà. Je suis seule dans ce mariage depuis un moment, a-t-elle dit. Je ne le savais juste pas. Elle est partie, et moins d'une heure plus tard, Ryan s'est présenté. Ryan a frappé d'un coup ferme, comme s'il était le propriétaire du couloir. Matthew a regardé par le Judas et s'est immobilisé. Il est là, a-t-il dit. Je n'ai pas demandé qui. Je le savais déjà. Matthew est sorti dans le couloir et a tiré la porte, la laissant presque fermée derrière lui, bloquant la vue de Ryan sur l'appartement. Je me tenais à quelques pas en arrière, le cœur battant à tout rompre. La voix de Ryan a traversé la porte fine, comme si l'arrogance avait son propre système de haut-parleur. C'est de la folie, a dit Ryan. Qu'est-ce que tu lui as dit? La voix de Matthew était calme. Trop calme. La vérité. Ryan a ricané. Tu ne connais pas la vérité. Tu sais ce qu'elle prétend. Elle n'a rien prétendu, a rétorqué Matthew. C'est maman qui l'a fait. Maman s'est assise sur mon canapé, et a exposé un plan pour prendre Ethan. Il y a eu une pause. Puis la voix de Ryan s'est faite plus basse. Écoute. Maman s'emporte. Tu sais comment elle est. Matthew a ri une fois. Sombrement. Oui, je sais. C'est pour ça que tu t'es marié avec une femme riche, et que tu m'as laissé la gérer. Le ton de Ryan s'est durci. Ne transforme pas ça en thérapie fraternelle. Madison est bouleversée. Son père est bouleversé. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de faire à ma vie. La voix de Matthew est restée stable. C'est toi qui l'as fait à ta vie, a-t-il dit. Tu l'as fait quand tu as abandonné Lorraine. Tu l'as fait quand tu as menti à ta femme. Ryan a expiré. Puis il a fait quelque chose qui ressemblait presque à du désespoir. Je peux arranger ça, a-t-il dit. Je peux parler à Madison. Je peux la calmer. Il faut juste que tu n'interfères pas. Matthew n'a pas répondu tout de suite. Quand il l'a fait, ses mots étaient calmes, mais tranchants. Est-ce que tu l'aimes? Silence. Ryan n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Il a dit, c'est ma femme. La voix de Matthew est devenue plus froide. Si elle n'est que ton échelle sociale, laisse-la tranquille, a-t-il dit. Mais si tu l'aimes vraiment, bats-toi pour elle. Excuse-toi, comme si tu le pensais. Et arrête de laisser maman diriger ta vie. Ryan a émis un son de frustration. Tu ne comprends pas à quoi je suis confronté. Matthew a finalement craqué. Oh, je comprends, a-t-il dit. Tu es confronté à des conséquences. Une autre pause. Puis Ryan a dit, à voix basse, et Ethan? La réponse de Matthew est venue, sans hésitation. C'est mon fils. La voix de Ryan s'est tendue. Biologiquement. Ne commence pas, a prévenu Matthew. N'ose pas le réduire à la biologie, alors que tu as été absent toute sa vie. La respiration de Ryan semblait plus lourde. Puis, plus doucement, il a dit, je n'ai jamais voulu d'enfant. Matthew ne s'est pas adouci. Alors tu aurais dû utiliser une protection, a-t-il répondu. Ryan est resté silencieux. Après un instant, il a demandé, où est Madison? La voix de Matthew a changé. Protectrice. Ferme. Elle est en sécurité, a-t-il dit. Et tu ne la verras pas ce soir. Ryan a juré entre ses dents.
Puis il est parti. Matthew est rentré et a verrouillé la porte. Je l'ai dévisagé. Ses mains tremblaient légèrement. « Ça va ?» ai-je demandé. Il a expiré. « Non », a-t-il dit. Mais j'en ai fini. Cette nuit-là, Madison m'a envoyé un texto d'une seule phrase. Je suis chez une amie. J'ai demandé le divorce. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai juste fixé l'écran, jusqu'à ce que ma vue se brouille. Parce que le mensonge ne détruisait pas seulement notre famille. Il entraînait la leur dans sa chute, aussi. Le lendemain était censé être ennuyeux. Les enfants à la garderie, le travail, les récupérer, le dîner. Normal. Madison logeait chez une amie, à quelques rues de notre immeuble. Plus tôt ce matin-là, elle m'avait envoyé un texto, « Si tu es d'accord, j'aimerais qu'on parle plus tard, quelque part à l'extérieur, un lieu public. J'ai juste besoin d'air. » Je lui ai dit qu'on trouverait une solution. Ma mère a récupéré Ethan et Emma, et les a ramenés vers notre immeuble. Les enfants riaient, parlaient de peinture au doigt et de l'heure du goûter, comme si le monde n'était pas en feu. Ils étaient à 3 mètres du hall, quand ma belle-mère est sortie de derrière une voiture garée. Ma mère m'a dit plus tard, que c'était comme voir un piège se refermer. Ma belle-mère a attrapé le bras d'Ethan, et l'a tiré vers elle. « Allez, viens », a-t-elle aboyé. « Tu vas là où est ta place. » Ethan a hurlé. Ma mère a attrapé son autre main. « Lâche-le » a crié ma mère. « Qu'est-ce que tu fais ?» Emma s'est mise à pleurer si fort qu'elle en avait le hoquet. Ma belle-mère a essayé d'arracher Ethan, comme s'il était du ruban adhésif. Ma mère a regardé autour d'elle, affolée. Il y avait des gens, mais les gens se figent. Les gens font semblant de ne pas voir. Les gens détestent s'impliquer. Alors, ma mère a fait ce que l'on fait quand on n'a plus de politesse, mais seulement l'instinct de survie. Elle a hurlé, à l'aide. Elle essaie d'enlever mon petit-fils. Une femme, sur un banc près de l'aire de jeu, s'est retournée et a couru. C'était Madison. Ma belle-mère l'a vue, et instantanément, son visage a changé. Ce masque mielleux et affectueux est revenu en place. Maddy, s'est-elle écriée, comme si c'était une douce réunion de famille. Oh, ma chérie, Dieu merci, tu es là. Madison n'a pas ralenti. Elle s'est interposée entre elles, les yeux vifs. Lâche-le, a-t-elle ordonné. Ma belle-mère a ri nerveusement. Je suis juste. Lâche-le. Le sourire de ma belle-mère s'est crispé. La voix de Madison ne s'est pas élevée. Elle n'en avait pas besoin. La police est déjà en route, a-t-elle dit. Et si tu ne le lâches pas, tu vas devoir expliquer à un officier pourquoi tu tirais physiquement un enfant en larmes, sur un trottoir. Les doigts de ma belle-mère se sont desserrés. Ethan s'est libéré d'un coup sec, et s'est accroché à ma mère, en tremblant. Ma belle-mère s'est retournée contre Madison, furieuse. Espèce de petite ingrate. Madison l'a coupée. J'ai demandé le divorce, a-t-elle dit, assez fort pour que tout le monde aux alentours l'entende. J'ai fait les valises de Ryan. Je les ai déposées chez toi. Il n'a même pas demandé pourquoi, parce qu'il le sait déjà. Le visage de ma belle-mère est devenu blanc, puis rouge. Puis, elle a fait ce qu'elle faisait toujours quand elle était acculée. Blâmer les autres. C'est la faute de Matthew et Lorraine, a-t-elle craché. Ils t'ont monté contre nous. Les yeux de Madison n'ont pas quitté les siens. Non, a-t-elle dit. C'est vous qui l'avez fait. Une voiture de patrouille est arrivée, puis une autre. Un officier s'est approché. Un autre a parlé à ma mère. Un autre a regardé Ethan, toujours tremblant, et a posé des questions douces. Ma belle-mère a commencé à parler vite, trop vite, de son rôle de grand-mère, de la famille, de malentendus. L'expression de l'officier n'a pas changé. Il a posé la seule question qui comptait. Aviez-vous la permission d'emmener l'enfant? Ma belle-mère s'est figée, parce qu'elle ne l'avait pas, parce qu'elle n'avait jamais cru en avoir besoin. Cette journée s'est terminée par un rapport, un avertissement, et un message très clair du système que ma belle-mère pensait pouvoir manipuler. On ne kidnappe pas des enfants en public, en appelant ça de l'amour. Les conséquences n'ont pas été cinématographiques. Elles ont été administratives.
dépôt d'une ordonnance de protection, email de l'avocat, déposition de témoins, suivi de la protection de l'enfance qui a classé l'affaire sans suite, et la garderie informée de qui était autorisé à venir chercher les enfants. Nom, photo, mot de passe. Nous avons accéléré la procédure d'adoption par un beau-parent. Notre avocate nous a averti que Ryan pourrait tenter quelque chose, par panique ou par dépit, mais Ryan n'a rien intenté. Pas à ce moment-là, parce que le père de Madison avait aussi des avocats. Et ces avocats regardaient maintenant Ryan, comme s'il était un passif dont il fallait se débarrasser. Madison m'a dit plus tard que son père n'avait pas crié. Il n'en avait pas besoin. Il a juste dit, très calmement, je lui ai donné une carrière. Je peux la lui reprendre. La vie parfaite de Ryan a commencé à s'effondrer sur elle-même. Ma belle-mère a essayé de continuer à se battre. Elle a appelé. Elle a envoyé des textos. Elle a laissé des messages vocaux, qui ressemblaient à des menaces, enveloppés dans une sollicitude religieuse. Matthew l'a bloqué. Son père a appelé une fois. Voix basse, tremblante. Je suis désolé, a dit son père. Je ne savais pas que c'était devenu si grave. La voix de Matthew s'est adoucie, pour la première fois depuis des semaines. Je sais, a-t-il dit. Tu l'as juste laissé tout diriger. Son père n'a pas nié. Les enfants me manquent, a-t-il murmuré. Tu peux les voir, a dit Matthew. Mais si tu l'amènes, si tu fais la moindre allusion à ses plans, c'est fini entre nous. Son père a accepté. Et pour la première fois dans la vie de Matthew, il a fixé une limite, que sa mère ne pouvait pas démolir. Quant à ma belle-mère, sa tentative d'enlèvement en public ne lui a pas seulement valu des ennuis. Elle l'a brisé. Elle a commencé à partir en vrille, à dire aux gens que nous lui volions son petit-fils, que les tribunaux étaient corrompus, que Madison avait subi un lavage de cerveau. Elle s'est présentée une fois de plus à notre immeuble, assez loin pour ne pas violer techniquement l'ordonnance temporaire, mais assez proche pour que cela ressemble à une menace. Puis elle a escaladé. Elle a hurlé sur un voisin, a jeté quelque chose, et a commencé à délirer dans le hall. Quelqu'un a appelé le 911. Pas parce qu'il la détestait, mais parce qu'elle avait l'air dangereuse. C'est ce qui finit par avoir raison des gens comme elle, finalement. Pas le karma, juste un inconnu inquiet, avec un téléphone. Elle a été emmenée pour une évaluation, pas envoyée pour toujours comme dans un film, mais gardée, évaluée, prise en charge. Et quand le juge a examiné les rapports, la tentative d'enlèvement, l'utilisation abusive des services de protection de l'enfance, l'instabilité, le tribunal ne l'a pas traitée comme une grand-mère aimante. Il l'a traitée pour ce qu'elle était devenue, un risque. Quelques mois plus tard, nous étions dans un couloir de palais de justice, qui sentait le désinfectant, et les décisions fatiguées. Ethan s'accrochait à ma main, portant une petite chemise à boutons que ma mère lui avait achetée, comme si c'était le jour de la photo de classe. Matthew avait l'air sur le point de pleurer, ou de frapper un mur, voire les deux. Quand le juge a signé l'ordonnance finale, il n'y avait pas d'émotion dans la salle. Pas de musique grandiloquente, pas d'applaudissements, juste le grattement d'un stylo, et le son de quelque chose qui devenait officiel. Matthew est devenu le père légal d'Ethan, sur le papier. Dans la vraie vie, il l'était depuis des années, à travers les fièvres, les cauchemars, les dépôts à la garderie, et les milliers de petits moments qui construisent une famille. Mais le papier compte, quand des gens comme ma belle-mère existent. Nous sommes sortis. Ethan a demandé, alors, tu es vraiment mon papa? Matthew s'est accroupi, pour être à sa hauteur. J'ai toujours été ton papa, a-t-il dit. Maintenant, le tribunal est d'accord. Ethan a hoché la tête, comme si cela avait du sens. Puis il a souri et a couru devant, traînant Emma derrière lui, comme si elle était une acolyte réticente. J'ai expiré, pas de soulagement, mais quelque chose de plus profond. Le sentiment de verrouiller enfin une porte, que je n'avais pas réalisé qu'elle était restée ouverte. Madison m'a envoyé une photo quelques semaines plus tard. Un petit appartement, des cartons, une tasse de café sur laquelle était écrit « Recommencer », comme si elle essayait un peu trop fort. Son message était simple. Je pensais avoir besoin d'un bébé pour me sentir comme une famille. Il s'avère que j'avais juste besoin de la vérité. Ryan a disparu de notre orbite après ça. Les avocats se sont occupés de ce que les gens comme lui gèrent toujours avec des avocats. Des conséquences qu'ils n'attendaient pas.
Ma belle-mère ne s'est jamais excusée. Bien sûr que non. Les excuses nécessitent une conscience de soi. Elle a cependant appris quelque chose. Pas l'empathie, ni l'humilité. Juste la dure vérité américaine. Elle ne pouvait pas se frayer un chemin par l'intimidation. La famille, ce n'est pas qui vous revendique. C'est qui vous protège. Et cette fois, c'était nous. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, donnez-lui un j'aime, abonnez-vous pour en voir plus, et laissez un commentaire. Avez-vous déjà dû fixer des limites avec votre famille? J'adorerais entendre votre point de vue.